Chers tous, bonsoir. Sans prétention aucune, mais vous êtes nombreux à accorder un intérêt à ces instants de complicité entre vous et nous, dont la vocation répond à une seule volonté. On ne cessera jamais de le dire. Il y a problème, c'est pour que tout le monde s'exprime, pour que tout le monde essaie de trouver quelque plus de solutions par rapport aux problèmes auxquels nous faisons face chaque jour que Dieu fait. Dimanche dernier, nous avons tenté de parler du business du faux. Nous avons tenté de parler de la contrefaçon. Il se passe des choses incroyables en Côte d'Ivoire. Des gens se permettent même de nous vendre des marchandises qui n'ont peut-être pas bénéficié de la certification de certaines tutelles en place. Vous avez été nombreux à agir. Vous vous êtes posé plusieurs questions. Il était donc important pour nous que nous puissions faire donc un additif à ce dont nous avons parlé dimanche dernier. Qui mieux que la tutelle, c'est-à-dire le ministère du Commerce, pour mieux nous outiller sur la façon dont fonctionne la répression sur les fraudes en Côte d'Ivoire. C'est à juste titre d'ailleurs que je reçois ici sur ce plateau M. Japi Georges Kwasi. Je n'ai pas écorché le nom. Hein. Vous êtes donc directeur de la métrologie, de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité. Pour Roland, pour Emmanuel, pour Daouda qui nous regarde, je suis convaincu qu'il y en a un qui est un peu perdu. Tu ne comprends pas bien ce que c'est votre fonction. Est-ce que vous pouvez donner beaucoup plus de détails? Notre direction se charge des questions de métrologie, questions d'instruments de mesure. L'instrument de mesure touche tous les secteurs de la vie. La santé, à titre d'exemple, quand vous allez chez un médecin pour une consultation, le médecin va prendre vos constantes, notamment votre température, votre poids, votre tension et autres. À travers ces équipements-là, il doit recueillir des données pour pouvoir prescrire un médicament, une ordonnance. Alors si ces instruments-là sont détractés, ne sont pas conformes, imaginez-vous, il va faire un faux diagnostic et donc il va vous prescrire un médicament qu'il ne faut pas. Ça, c'est un peu la métrologie. Pas pour vous faire peur, mais au niveau de la santé, c'est ce qui se passe. Au niveau du commerce, quand vous allez acheter un bien, il y a une quantité nominale qui est marquée sur l'emballage. On vous dit 10 kg. Il faut que ça soit effectivement 10 kg. Mais à travers l'instrument de mesure, donc une balance ou une bascule, vous pouvez savoir si la quantité qu'on vous a servi est la bonne. En matière de répression des fraudes, notre mission, c'est de nous assurer que le jeu de l'offre et de la demande, les produits qui circulent sur nos marchés sont conformes à notre législation, à notre réglementation. Et puis le contrôle de la qualité, bien entendu, c'est d'assurer que les produits qui sont mis en vente sont conformes aux normes de qualité pour que ces produits-là ne soient pas source de maladies pour les consommateurs. C'est ce travail-là que nous faisons avec notre équipe, avec tous les services compétents de l'État d'ailleurs, chacun en ce qui le concerne, pour pouvoir mener les missions de suivi du marché. Vous avez dit pour que ces produits ne soient pas source de maladies. Vous êtes donc soucieux du bien-être des populations. Je sais que votre tâche n'est pas du tout facile, parce que dans le monde où le commerce, ou dans le monde où chacun court derrière l'argent, on est prêt à tout faire. Dans le cadre de votre activité, quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face? Parce que je reste convaincu que les voyous, entre guillemets, que vous êtes censés de remettre sur le droit chemin, ce n'est pas une lutte aisée. On peut avoir une journée de travail, comment vous faites? Permettez-moi que je fasse un rappel du dispositif de la surveillance du marché. Il faut dire que la surveillance du marché est faite sur la base d'un cadre légal et réglementaire. À ce niveau, l'État de Côte d'Ivoire s'est doté d'un arsenal juridique bien fourni, bien large, pour pouvoir assurer la surveillance du marché. Il y a des textes de loi qui traitent des questions générales, et puis il y a d'autres textes qui traitent des questions d'ordre spécifique. Vous avez par exemple la loi 64 qui traite des questions de débit de boissons, la loi 2016 relative à la répression des fraudes et la loi de la normalisation. Et donc tout ce arsenal juridique permet à l'État de faire la surveillance du marché. C'est le premier niveau, j'allais dire, de surveillance du marché. Parce que si vous voulez contrôler quelqu'un, vous voulez juger quelqu'un, il faut qu'il ait les bases légales, il faut qu'il ait une réglementation. Le ministère du Commerce, à travers le Codinorme et tous les autres démembrements de l'administration, travaille pour élaborer des normes nationales. Parce qu'il faut reconnaître qu'il y a plusieurs types de normes, ce qu'on appelle les typologies de normes, et puis il y a les niveaux de normes. Et nous, ce qui nous concerne, ce sont les normes nationales qui sont rendues d'application obligatoire par le décret 2016-1152, qui donne la liste exhaustive des produits dont les normes qui sont rendues d'application obligatoire. Cela veut dire qu'un bien qui doit circuler sur nos marchés doit être conforme à cette norme de qualité. Maintenant, pour les autres produits qui n'ont pas forcément une attestation de conformité ou qui ne sont pas certifiés comme Codinorme, alors
nous veillons à ce que les autres tests réglementaires soient respectés. À ce niveau, comment notre marché est approvisionné? Il y a deux origines. Il y a les produits qui sont fabriqués localement, donc par les entreprises locales, et puis les produits qui sont importés. Sur la question, l'État a pris les dispositions nécessaires pour que les produits qui viennent sur notre territoire national soient conformes aux normes nationales. À ce niveau, l'État a coopté certaines entreprises qui sont hors de notre pays, qui délivrent des attestations de conformité aux produits avant leur entrée sur notre territoire national. C'est ce qu'on appelle VOC, la vérification et l'attestation de conformité. Les produits fabriqués localement doivent également respecter ces normes-là et avoir également une attestation de conformité, ou bien aller vers la certification. Parce qu'un produit qui est certifié démontre au consommateur qu'il y a l'assurance nécessaire pour pouvoir consommer le produit sans assez de risques. Pour les autres, nos services de suivi du marché font des prélèvements réguliers pour pouvoir envoyer ces échantillons dans un laboratoire, notamment le laboratoire le LANEMA, qui est le laboratoire du ministère du Commerce, et d'autres laboratoires nationaux ou privés qui nous viennent en appui pour pouvoir contrôler la qualité de ces produits-là avant leur mise en marché. Voilà un peu le dispositif. Maintenant, pour la surveillance du marché, il y a des produits de contrefaçon. Vous avez relevé, la contrefaçon, c'est un produit qui n'est pas conforme à notre réglementation. Parce que la contrefaçon, c'est la reproduction d'une marque, d'un dessin sans l'autorisation de l'ayant droit. C'est la falsification, en fait. Donc, nous veillons à ce que ces produits-là passent sur notre marché. Vous avez regardé dimanche dernier l'émission Il y a problème? Bien sûr, avec beaucoup d'intérêt. Ok, on va passer un extrait parce que cela a retenu l'attention de beaucoup de nos téléspectateurs. Ça a suscité des petits débats internes et on a vraiment besoin que vous nous disiez ce que vous en pensez. Et puis, s'il y a quelques éléments d'information que vous avez estimés, ils n'ont pas été dits, eh bien, ce sera l'occasion de le faire. Okay. L'histoire de Philippe Assa, ancien chimiste chez Cyprochim, illustre parfaitement ces dérives. Licencié pour avoir refusé de cautionner les pratiques frauduleuses de ses anciens employeurs, il a dû se débattre pour faire éclater la vérité. Son témoignage est poignant et il met en lumière l'ampleur du problème. D'abord, je me présente. Moi, c'est Philippe Assa, ex-responsable de laboratoire à Cyprochim, où j'ai exercé pendant 8 ans, pendant 9 ans. Et à la suite de cela, j'ai été licencié parce que j'ai tout simplement dit à mes employeurs que le fait de mettre des produits illicites sur le marché était dangereux pour la santé des consommateurs. Et ils ne l'ont pas apprécié et j'ai été licencié. C'était quoi? Il s'agissait de quoi concrètement? Les produits illicites, en fait, il s'agit des produits qui sont sortis de l'usine, qui sont allés chez différents clients dans différents pays. Et ces produits, généralement, quand ils reviennent, ils sont destinés à la destruction. Un jour, j'ai vu un stock de produits invendus, un grand stock de produits invendus. Habituellement, ces produits sont destinés à la destruction, donc moi, je ne fais pas attention. Et on m'appelle et on me demande de faire en sorte que ces produits retournent sur le marché. Je leur ai dit que ce n'est pas possible que ces produits retournent sur le marché parce que ces produits sont destinés à la destruction. En plus, nous n'avons même pas de méthode pour analyser ce genre de produits parce qu'ils sont hors de contrôle. Nous n'avons pas le matériel nécessaire et ces produits ne doivent en aucun cas être revendus. Selon Philippe, Cyprochim utilisait les résidus d'emballage pour les réintroduire dans le circuit de production de mayonnaise. Cette pratique, outre son caractère illégal, mettait gravement en danger la santé des consommateurs. Les produits dont je parle, on les appelle des produits retour client. Ce sont des produits, comme je l'ai dit tantôt, qui ont été vendus, qui ont été stockés dans des endroits souvent pas catholiques, souvent qui sont allés dans certains pays. Et ces produits, une fois qu'ils reviennent, ils échappent à notre contrôle. Et ces produits ne doivent pas être remis dans le circuit. Les responsables, eux-mêmes le savent, mais pour des raisons financières, ils ont décidé de remettre ces produits sur le marché. Le directeur d'usine le dit ici, il dit quelles que soient les analyses que vous allez faire, ces produits retourneront sur le marché avec une dérogation.
Quand on dit dérogation, ça veut dire déjà qu'il y a problème. Vous n'êtes pas convaincu de ce que le monsieur a dit? Quand il lui dit que ses patrons l'ont amené à mettre sur le marché des produits qui sont de mauvaise qualité. Oui, je l'ai dit parce que, en tant que professionnel du métier, il aurait pu quand même servir les services compétents de l'État pour que ces produits-là, tels qu'ils sont sur la base des menaces qu'il a laissé passer, pour que ces produits-là puissent être extirpés du marché. C'est cette manière de ce comportement qui fait que je dis que je prends cette information avec beaucoup de réserve. Bon, maintenant que vous avez l'information. Mais dès qu'on a l'information, c'est le même process qui se passe dans notre mission quotidienne. Dès qu'on a une information, immédiatement, nous nous déployons sur les lieux pour pouvoir constater. N'oubliez pas qu'entre entreprises, notre mission, c'est de protéger les entreprises elles-mêmes, de protéger les consommateurs que nous sommes. Parce qu'une entreprise peut jeter du crédit sur l'autre. Et donc, quand on vous donne une information, en tant que structure de répression des fraudes, il faut vérifier cette information. Monsieur Jean-Dieu, vous vous rappelez, les années, on parlait de riz en plastique en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas très longtemps, on parlait du poisson en plastique. Vous avez vu que cette information fumante s'est estompée. C'est parce que moi-même, j'ai été envoyé dans mon bureau par des femmes en pleurant pour dire que j'ai acheté du riz, c'est du plastique. Mais comment on peut avoir du riz plastique? Nous avons fait des analyses en contrôle laboratoire. Et donc, ce n'était même pas du riz plastique. On reproche à l'État d'être impuissant. On reproche à l'État de ne pas faire suffisamment de contrôle. Et puis, il y a un autre élément qui dit que les sanctions sont faibles. Alors, sur l'impuissance de l'État, j'ai dit tout à l'heure dans mes propos introductifs liminaires qu'on a un arsenal juridique bien fourni qui permet de faire l'assurance du marché. L'État, à travers ses lois, a la possibilité de sanctionner tous les contrevenants. C'est-à-dire que tous ceux qui violent notre disposition législative et réglementaire. À ce niveau, il y a des sanctions qui sont prévues. Lorsqu'un contrefacteur ou bien un contrevenant met en vente des produits qui ne sont pas conformes, il y a des sanctions qui sont prévues. Les sanctions vont de la privation de la liberté, ça veut dire qu'on peut vous mettre en prison de 2 semaines à 6 mois, à 5 ans de maxi, ou bien payer une amende. Et le produit qui est contrefait ou bien qui n'est pas conforme est retiré et détruit. Avec ces explications, on ne peut pas dire que l'État a fait, puisqu'il y a des sanctions qui sont prévues. Nos contrôles dans leur processus aboutissent chez le procureur de la République, qui peut infliger ces sanctions que je viens de relever. Sur la base de l'insuffisance du contrôle, je dis, nous sommes partout en Côte d'Ivoire, dans toutes les régions du pays. Et chaque jour que Dieu fait, les directions régionales qui sont reparties sur l'ensemble du territoire, nos directions centrales, nous avons un programme de contrôle en fonction des problèmes qui sont posés. Et sur cette base-là, nos agents investissent les marchés pour pouvoir faire le contrôle. Les résultats que nous avons obtenus de janvier 2023 au 31 mars 2024 sont les suivants. Nous avons pu retirer plus de 1102 tonnes de produits du marché d'une valeur de 6 milliards 048 francs CFA. Ces produits sont composés de denrées alimentaires, du tabac, des produits cosmétiques, des produits pharmaceutiques, des produits de toute nature que nous avons retirés du marché. Et nous avons pu le faire parfois grâce aux consommateurs, aux indicateurs qui nous donnent des informations qui nous permettent de pouvoir extirper du marché ces produits de mauvaise qualité. Alors, sur la question, vous dites que l'État ne fait pas suffisamment de contrôle. Je pense que les résultats que je viens de présenter
se passe sans commentaire. Bravo pour ces résultats, monsieur le directeur, mais je voudrais quand même vous rappeler que malgré tous ces efforts faits par l'État, le bilan m'a l'air très positif, mais ce n'est pas encore fini. Quelles sont les dispositions que vous prenez pour éloigner, éradiquer définitivement ce phénomène? Parce qu'au bout du compte, c'est la mort qui guette les consommateurs. On ne peut pas continuer dans un pays de droit comme la Côte d'Ivoire de mener cette activité illicite. Je vais dire que, alors, vous avez dit dans vos propos tout à l'heure, quand vous les saisissez, vous les mettez à la disposition du procureur. Et c'est après là-bas que les sanctions se prennent. Non, il y a deux types de sanctions. Il y a la loi a donné droit au ministre en charge, le ministre chargé du commerce de transiger. C'est-à-dire qu'en fonction de votre infraction, il y a une amende qui part, par exemple, de 100 000 à 100 millions. En transit, vous payez l'amende. Quelquefois, le contrevenant refuse de payer l'amende. Nous transmettons le dossier chez le procureur à travers notre direction des affaires juridiques. Messieurs les opérateurs économiques, je ne suis ni Dieu ni maître. Je n'ai pas la science infuse, mais vous venez d'écouter l'un des responsables du ministère du Commerce. Il y a plus de 1000 tonnes de produits prohibés, des produits de contrefaçon retirés du marché. Quand on s'engage dans une activité comme ce que vous faites, l'objectif principal, c'est de pouvoir gagner de l'argent. On ne peut pas gagner de l'argent au détriment de la santé de ceux qui représentent notre portefeuille client. Il va falloir qu'on vous parle très sérieusement. Le ministère dit qu'il ne va jamais être complice avec vous pour ce que vous menez comme activité illicite. Si cela dépend de ses compétences parce que vous n'êtes pas capable de payer l'amende, alors que vous savez très bien que vous ne pouvez pas impunément faire du mal à la population ivoirienne et puis on vous laisser comme ça, vous vous retrouvez devant le parquet. On attend ici et là que même là-bas encore, vous créez encore la magie pour vous échapper et vous continuez de reprendre les mêmes produits. Est-ce que ce que je dis, vous êtes au courant de ça? Que des gens, avec tout ce que vous prenez comme disposition, malgré votre bonne foi, votre bonne volonté, les gens s'échappent toujours et remettent le couvert. Ce sont des cas qui sont récurrents de temps en temps. Quand vous êtes récidiviste, la sanction est doublée, est plus coxée. Maintenant, c'est d'autres personnes qui, par ignorance, comme on dit souvent, c'est dans l'ignorance que l'on peut périr. Donc les gens, parce qu'ils ne savent pas les sanctions qui les attendent, se mettent à ce jeu-là. Mais dans tous les cas, ceux qui sont pris sont sanctionnés. Aujourd'hui, vous avez gagné, mais demain, ce n'est pas évident. Je vous dis de faire très attention. Alors, on va revenir sur ce riz, on va montrer l'élément et puis vous allez donner votre avis. Notre équipe d'investigation a remonté la filière. Nous avons découvert que ce riz frauduleux provient de l'Asie, plus précisément de l'Inde, où il est vendu à des prix très bas. Il est ensuite importé en Afrique, où il est reconditionné et vendu comme du riz ordinaire. Dans ce commerce de produits de faux, un village sur la route d'Alépé est au cœur du scandale. Ici, nous sommes à 15 km de la sortie est d'Abidjan. Quand nous arrivons sur les lieux, nous tombons justement sur un camion de chargement qui se prépare à aller vers les points de distribution. C'est ici que nous avons pu filmer cet entrepôt abritant la fabrication et le stockage de ce riz avarié. En se faisant passer pour un client potentiel, nous nous rapprochons un peu plus de ces mafieux. Nous réussissons à obtenir des informations précieuses sur le fonctionnement de ce commerce. Non, bon, mon nom est Deningacha. Parce que nos riz, c'est des riz qui viennent du port. Et puis on va retraiter la machine pour centrifuge, mettre ça et commercialiser ça. C'est pas la première qualité en tant que telle, quoi. Voilà. Nous sommes agréés pour le commerciement, les paléus, voici. Ça c'est combien? Bon, voilà, le prix ça varie, ça dépend. On a un prix fixe. Moi, ça peut être 14 000, 12 000, ça dépend. Donc aussi de la qualité aussi. Les images choquantes révèlent les conditions d'hygiène déplorables qui y règnent. Le riz est stocké dans des pièces insalubres, infestées de parasites. Des produits chimiques dangereux sont utilisés pour blanchir le riz et lui donner une apparence trompeuse de qualité.
pas facile. Vous avez les machines adaptées pour ça pour le nettoyage. Faire le blanchissement. Et là, actuellement, il est nettoyé. Il est nettoyé. Il est nettoyé. Sinon, dans l'état brut, mais si tu avais vu sur là, tu n'as même pas pensé qu'il peut être comme ça. Ah oui? Alors, monsieur le directeur, vos impressions? Oui, ce que nous venons de voir relate qu'il y a du riz de mauvaise qualité qui circule sur nos marchés. Alors, je voudrais, à titre de rappel, dire ceci. Il faut reconnaître que le riz que la Côte d'Ivoire importe, qui arrive au port tournant, doit bien contrôlé. D'abord, je l'ai indiqué, tout produit qui rentre sur notre sol doit être muni d'une attestation de conformité, qui est une présomption de la qualité. Okay. Donc, à travers le VOC, le contrôle qualité est fait en amont. Quand le produit arrive au port d'Abidjan, il y a le service phytosanitaire qui fait le contrôle pour s'assurer que le produit est conforme. Malheureusement, pour des questions de manutention, de déchargement, avec les fourchettes, certains sacs de riz arrivent à se déchirer. Donc ce riz-là contient parfois des corps étrangers, notamment quelques poussières, quelques brins de bois, puisqu'il y a des palettes, et qui devient flasque. Ou d'autres même pendant la période de saison des pluies, qui prennent un peu d'eau. Donc ce riz-là ne peut pas être directement mis en marché. Et donc, en 2009, le ministère du Commerce d'État a pris un arrêté pour réglementer ce secteur. Parce qu'à l'époque, quand ce riz venait, par des manières cachées, indirectes, on pouvait trouver ce riz-là sur nos marchés. Ou bien ce riz-là, certaines personnes déversaient ça dans la nature. Et donc, c'était dangereux pour nous tous, non seulement pour l'environnement, pour la santé des gens. Donc, à travers l'arrêté, une organisation est mise en place. À l'époque, c'était la société DOMAC, qui est une société qui est basée à Pékin 21, sur la route de Dabo, qui recueillait cette quantité de riz et qui faisait un retraitement. Mais avec l'évolution des choses, il y a certaines unités industrielles qui ont sollicité le ministère du Commerce pour pouvoir revaloriser ce riz. Ce n'est pas du riz avarié, mais c'est du riz qui est déclaré à retraiter. Du fait que ça contient quelques impuretés. Pour éviter que les importateurs remettent ce riz sur le circuit, donc on a pris cet arrêté pour organiser ce secteur. Une fois que le riz, avec les experts maritimes, déclasse pour dire un opérateur envoie 1000 tonnes de riz, mais dans les 1000 tonnes de riz, il y a 2 tonnes qui sont déclarées non conformes, qu'on ne peut pas mettre en état sur le marché. Et donc, ces opérateurs-là sollicitent les structures agréées par l'État, le ministère du Commerce, qui ont des installations adéquates, des brûloirs, des bascules, des machines qui débarrassent ce riz-là de ces impuretés. Et donc, sur la base de cette information, nous délivrons des déclarations préalables pour le retraitement de ce riz. Et donc, l'opérateur propriétaire de cette quantité signe le document. La structure agréée par l'État signe également ce document. Et le sous-directeur en charge du contrôle de qualité signe également ce document. C'est à travers ce document que la douane libère cette quantité. Une fois que cette quantité arrive dans la structure de retraitement, après le retraitement, nous passons faire des prélèvements d'échantillons. Nous envoyons ces échantillons dans le laboratoire du ministère de l'ANEMA pour faire un contrôle de qualité. C'est lorsque le résultat est conforme aux normes de qualité, en ce moment-là, une autorisation de mise en marché est donnée à l'opérateur. Pour éviter des questions de concurrence déloyale, ce riz-là peut être du riz de toute qualité, du riz de luxe, du riz parfumé. Et comme ça contient des éléments étrangers, et donc on les débarrasse de ces impuretés. Et donc, sur les emballages, nous exigeons que la mention riz retraité, le poids, l'origine de ce riz-là soit mentionné sur l'emballage. Donc, c'est en toute connaissance de cause qu'un consommateur ordinaire achète ce produit. Parce que ce produit-là, il est sain parce qu'il y a des contrôles qualité qui sont effectués par nos services et par les services de l'État. Maintenant, dans l'évolution des choses, puisque l'agrément a une validité de 1 an, si dans l'évolution des choses, nous constatons que la structure agréée est en train de dévier
un peu dans le process, alors l'agrément lui est purement retiré. À titre d'exemple, aujourd'hui, il y en a 11. Il y a un qui semble, avant de retirer l'agrément, les mises en demeure sont délivrées aux opérateurs pour les sanctions, les sensibilisations pour que, et ceux qui ne sont pas conformes sont retirés ou l'agrément n'est pas renouvelé. Ça veut dire que c'est une opération qui est suivie avec beaucoup de rigueur, avec tous les services de l'État. Qui s'oppose à la loi, donc, reçoit les réprimandes donc, du ministère. On reste dans cette logique. C'est à juste titre d'ailleurs que notre équipe est allée sur les lieux. Nous allons suivre cet élément. Rendez-vous ce matin avec Adolphe Koulibaly. Il est ingénieur principal et sous-directeur du contrôle de la qualité au ministère du Commerce. Au menu des discussions, la question sensible du retraitement du riz en provenance d'Asie. Une pratique qui consiste à reconditionner du riz impropre à la consommation avant de le remettre sur le marché. Le riz, avant d'être déclaré apte à être retraité, il est d'abord contrôlé par nos collègues du phytosanitaire, du ministère d'État, ministère de l'Agriculture. Et quand ce riz est déclaré propre au retraitement, il est escorté par la douane, souvent, ou pas. Mais nous avons les quantités qui sont déclarées aptes à être traitées. Et il faut lever des fiches préalables de retraitement de riz. Et dans ces fiches-là, que je vous présente d'abord, nous mettons les dates de déclaration de ce riz, les quantités à retraiter, l'importateur de riz, pour situer les responsabilités des uns et des autres. Adolphe Koulibaly a tenu à clarifier la position du ministère du Commerce sur ce sujet. Il a d'abord rappelé que le retraitement du riz n'est pas illégal en soi, mais qu'il est soumis à des réglementations strictes. Les autorités ivoiriennes ont mis en place des procédures rigoureuses pour s'assurer que le riz retraité est propre à la consommation et répond aux normes d'hygiène et de sécurité alimentaire. Alors, dans cette opération de retraitement, lorsque le riz est retraité, ça permet d'enlever des impuretés et de le reconditionner dans un nouveau sac où c'est marqué riz retraité, pour que le consommateur qui a droit à l'information, qui a droit à savoir ce qu'il paye, ait l'information que ce riz a été retraité avant d'être vendu. Et quand ce n'est pas le cas? Vous dites quand ce n'est pas le cas, c'est-à-dire? Et quand ce n'est pas le cas, quand c'est pas marqué riz retraité? Et quand ce n'est pas marqué riz retraité, ça devient une infraction. C'est une obligation de marquer riz retraité. C'est pourquoi les autorisations de commercialisation que nous délivrons, après avoir analysé ce riz, parce que quand le riz est retraité, nous procédons à des analyses. Vous avez même les résultats d'analyse qu'on peut vous présenter ici. Vous avez les résultats des différentes analyses et les échantillons. Lorsque le riz est retraité, nous envoyons nos équipes qui procèdent à un échantillonnage de ce riz-là. Et ces échantillons sont amenés au laboratoire. C'est après les résultats favorables que nous déclarons ce riz propre à la consommation. Pour confirmer ces propos, l'ingénieur nous a convié à une descente dans un entrepôt de riz retraité. C'est la même entreprise que notre équipe de reportage a visité dans l'émission dernière. Nous avons pu constater de visu les conditions de reconditionnement de riz et les mesures de contrôle mises en place par les autorités. Le responsable de l'entrepôt nous expliquait en détail le processus de retraitement qui comprend notamment le nettoyage, le tri, le séchage du riz. Mais est-il toujours propre à la consommation? Monsieur Fané. Oui, bonjour Monsieur Koulibaly. Bonjour Monsieur Fané. Bonjour Monsieur Koulibaly. Voilà, je suis avec l'équipe de reportage de Live TV qui a fait l'émission Il y a problème. Votre structure a été citée comme une structure qui procéderait à un retraitement du riz avec des produits chimiques et clandestinement. Alors, nous avons eu instruction de notre hiérarchie d'ouvrir les portes de vos installations et montrer que vous êtes détenteur d'un agrément et que vous savez les modalités de retraitement du riz en Côte d'Ivoire. Et vous allez expliquer un peu à Live TV comment est-ce que vous prenez le riz, quel genre de riz est retraité, comment vous le retraitez et à quel moment vous le commercialisez. Vous voyez là, normalement, vous voyez là où sont les impuretés. Tout ce qui est impureté va sortir. Regardez là, regardez le riz. Voilà.
Un élément crucial dans ce dossier est l'accord octroyé en décembre 2021 à l'entreprise de retraitement du riz présente dans l'entrepôt visité. Si cet accord permet l'activité de l'entreprise, il impose des conditions strictes. Pour chaque stock de riz en provenance du port autonome d'Abidjan, une analyse préalable à la consommation est obligatoire. On a fait un test, donc on voit bien les impuretés. Voilà, impuretés de saute. Déjà pour du riz qui a déjà été emballé, est-ce que c'est normal? Généralement, quand vous avez ça, je vous dis quelque chose, hein, le riz qui vient là, celui qui est là, c'est pour ça qu'ils n'ont pas encore, pour ce riz, on n'a pas encore délivré leur autorisation. C'est-à-dire que si on se rend compte que ce n'est pas normal, on leur demande de retraiter encore ce riz. C'est ça qui est notre rôle. Mais il faut que vous sachiez quelque chose aussi. Le riz lui-même, c'est une matière organique. C'est que si vous écrasez du riz, vous obtenez quoi? De la poussière. Donc souvent, ce que vous voyez là et autres, ça c'est des résidus de riz. Hein. Là que vous voyez là, voilà. Mais les impuretés, les métaux lourds et autres restent ici dans ce grillage, dans ce trieur. La question du retraitement du riz est complexe et sensible. Elle met en lumière la nécessité de trouver un équilibre délicat entre la sécurité alimentaire des populations et la préservation des intérêts économiques des acteurs de la filière rizicole. Un débat crucial qui s'inscrit au cœur des enjeux de santé publique et de développement économique du pays. Vous avez quelque chose à dire? Oui, l'élément qui est passé retrace effectivement, comme ce que je viens de dire tout à l'heure, on voyait que toute l'équipe du ministère du Commerce suit cette opération. Et chaque 3 mois, les retraiteurs, comme on les appelle, ont l'obligation de faire un bilan de leur opération. Et nous suivons des mains de maître cette opération nous-mêmes pour le bien de la... Quand la première émission est passée, est-ce que vous vous êtes rendu compte que beaucoup d'Ivoiriens qui ont commenté, mais qui ne savaient pas du tout qu'il y avait des structures qui étaient censées donner donc des certifications à des produits avant que cela ne soit sur le marché? Je veux juste savoir, le ministère travaille avec combien de structures dans le cadre de la répression des fraudes? En termes d'argent... Non, en termes de structures. Des structures, il y en a 11. Aujourd'hui, nous sommes passés à 10. Parce que le 11e est un peu défaillant, nous allons retirer du marché des produits. Mais il faut reconnaître que ce sont des produits qui deviennent de plus en plus rares, du fait que le riz ne vient plus trop en vrac, mais ça vient pas en conteneur. Donc ça fait que la quantité d'avaries diminue de manière drastique. Non, ce dont je parle pas de ceux qui travaillent dans le riz. Moi, je parle des structures qui sont avec le ministère et qui ont pour rôle de pouvoir travailler à la certification des différents produits qui sont mis sur le marché, les différents services. Parce que dans notre reportage, on a eu quelqu'un qui travaillait pour une société, pour ne pas la nommer, Ciprochim, et qui a dit que ses patrons lui auraient dit de faire fi de toutes les règles de la Côte d'Ivoire et de mettre sur le marché donc les produits. On devrait l'avoir aujourd'hui. Malheureusement, il n'a pas pu avoir le temps. Mais je vais dire que vous avez vu l'élément. Quels sont les commentaires que vous faites? Oui, j'ai vu vraiment l'élément avec beaucoup de réserve. Beaucoup de réserve parce qu'une entreprise sérieuse ne veut pas se comporter comme il a dit. Mais je ne suis pas sûr que l'entreprise se comporte comme ça. Parce que l'entreprise, sa première mission, c'est la satisfaction du client. Un client qui n'est pas satisfait, en management de la qualité, on parle au moins à 21 personnes. J'achète un bien chez un opérateur, je ne suis pas satisfait, je vais en parler à plusieurs personnes. Et de fil en aiguille, un grand nombre de la population a l'information. Et donc, c'est l'industriel qui perd les clients. A contrario, quand le client est satisfait, il n'a pas qu'à 7 personnes. Donc, les entreprises ont intérêt à mettre des produits conformes aux normes nationales rendues d'application obligatoire sur le marché. Quand les produits arrivent sur le marché, qui sont plus sur la responsabilité des industriels, mais les grossistes, les détaillants, qui ne maîtrisent pas généralement les manières de bien manipuler, bien conserver les produits, le produit peut être avarié. C'est une question de conservation. Et sur la question, nous sensibilisons à travers nos missions, nos directions qui sont sur le terrain, sensibiliser les opérateurs économiques sur les bonnes pratiques de conservation des produits. Nous avons les services de la DPQN, la direction de la promotion de la qualité, qui est là, qui investit le marché, qui donne des conseils.
Nous avons d'autres, comme je l'ai dit, les directions régionales, à travers leur mission, sensibiliser les opérateurs économiques aux bonnes pratiques de conservation, de manipulation des produits. Donc, il y a combien d'intoxications dans notre pays? Dans le cadre de sa mission de protection des consommateurs, le pôle de la répression des fraudes du ministère du Commerce et de l'Industrie a mené une importante opération de saisie des produits prohibés, avariés et périmés dans plusieurs commerces d'Abidjan. Un truc qu'ils ont et il peut, par exemple, s'il a envie de changer, quand il a fini les choses, vous voyez ici, il fait 6. C'est devenu 2016 du coup. C'était 2015. Je vais vous faire un exemple tout simple que vous voyez. Voici par exemple ça. C'est pas une grande technologie. Vous voyez 2014. Si par exemple il voulait enlever 2014, c'est le 2024 là, il a un coton, il efface cette petite partie. Ici, j'ai pu changer, je vais enlever pour que vous puissiez voir. Ici, on a 2015. Voici le produit. Donc, il veut faire, peut-être il veut changer le lot. Ça, il peut enlever. Il fait ça simplement. Sur ça, vous voyez, ça devient 6. Donc, quand il a effacé ça, il efface. Il peut faire comme ça, avec un petit truc, pour faire 3. Mais ils ont des produits pour pouvoir effacer. Cette opération, qui s'inscrit dans la campagne nationale de lutte contre la fraude et la vente de produits illicites, a permis de retirer du marché des tonnes de produits dangereux pour la santé des populations. De tous les produits saisis, des denrées alimentaires périmées, des produits contrefaits, des médicaments non homologués et des cosmétiques dangereux. Ces produits, souvent stockés dans des conditions d'hygiène déplorables, présentaient un risque important pour la santé des consommateurs. C'est principalement des denrées alimentaires qui sont composées de biscuits, de boissons non alcooliques, de boissons énergisantes, de mayonnaise, de produits divers, mais ce sont des produits généralement qui sont consommés de manière directe, sans cuisson comme je dis. Donc c'est une panoplie de produits. Il y a du lait aussi, il y a des produits laitiers, vous avez vu, pour ne pas citer de marque. Il y a plusieurs types de produits laitiers qui sont concernés par cette modification du cadre qu'il y a. Et ces personnes qui font ce type d'activité mettent en danger la santé des populations, mettent en danger aussi certaines personnes qui mènent leur activité économique de manière normale. Parce que ces personnes-là, généralement, rachètent ces produits à très bas prix, les changent les dates, et les remettre dans le circuit du marché et les vendre aussi à bas prix, de telle sorte à désorganiser la concurrence qui y a sur le marché. Donc c'est plusieurs phénomènes, plusieurs infractions qui sont liées à cette activité qui est menée ici. Ce site qui est derrière nous, les gens l'appellent l'usine, pour préciser l'usine parce que c'est le site où les gens procèdent à l'effacement des dates, à la réinscription de nouvelles dates, et puis à partir d'ici, la marchandise est dispatchée pour les différents pays. Le ministère du Commerce et de l'Industrie appelle les consommateurs à la vigilance lors de leurs achats. Il est important de vérifier la date de péremption des produits, de s'assurer de leur origine et de ne pas hésiter à signaler tout produit suspect aux autorités compétentes. Monsieur Yapi, pensez-vous vraiment que nous avons dit ce qu'on devrait? Si ce n'est pas le cas, je vous laisse l'opportunité de vous adresser donc aux différentes populations. Oui, ce que je veux dire à la population, un service de répression efficace lorsque la population collabore. Parce que notre mission, nous ne pouvons pas être omniprésents devant les entreprises, devant les points de vente des produits. Notre mission, c'est d'asseoir une réglementation pour pouvoir surveiller le marché. Le ministre a porté la loi de 2016 relative à la répression des fraudes au Parlement, au Sénat, pour pouvoir surveiller le marché. Le ministre a porté la loi de 2013 relative à la normalisation et à la promotion de la qualité. Tout ce arsenal juridique permet à l'État d'assurer la protection des consommateurs. Et puis, bien sûr, il y a des décrets d'application et des arrêtés d'application. Sur cette base-là, nous investissons le marché. Mais comme je l'ai dit, il faut la collaboration franche des consommateurs. Il faut que les associations de consommateurs forment leurs membres pour que nous puissions avoir une bonne collaboration. Les industriels qui sont en difficulté peuvent nous saisir pour pouvoir les aider à combattre la fraude, à combattre les pratiques anticoncurrentielles
que souvent qui posent de tort à la population. Parce que notre mission, nous sommes comme un arbitre. Nous n'avons pas de parti pris. Nous avons pour mission de protéger les consommateurs, pour protéger les industriels. Parce que sans industrie, il n'y a pas de consommateur. Sans consommateur, il n'y a pas d'industriel. Donc notre mission, c'est d'assurer le quotidien des Ivoiriens pour que les Ivoiriens puissent avoir de la Côte d'Ivoire, peut être un peu avoir une sécurité alimentaire, une sécurité sanitaire des aliments bien assurée à travers tous les démembrements. Pour les produits animaux et d'origine animale, il y a le service vétérinaire qui fait le contrôle, des produits phytosanitaires à travers le ministère de l'Agriculture avec ses inspecteurs, des produits médicamenteux, hein, les produits pharmaceutiques à travers l'ordre des pharmaciens qui fait le contrôle. Le ministère du Commerce vient en appui et en premier lien pour faire l'assurance du marché. Et donc tous ces secteurs-là de l'État sont sur le terrain pour faire l'assurance du marché. Le ministère du Commerce est à l'écoute de tous. Et donc je voudrais, à travers cette émission, demander à la population de collaborer, de dénoncer, de ne pas avoir peur. Parce que les indicateurs ne sont jamais dévoilés. Nous avons pour obligation de protéger ceux qui donnent les informations. Voilà. Monsieur Yapi, infiniment merci. Le sage dit, celui qui manie la langue de Molière, que le tigre ne crie pas sa tigritude. Donc le voleur ne dira jamais qu'il est voleur. Le fraudeur ne dira jamais qu'il est fraudeur. Population de Côte d'Ivoire, l'heure est grave. Il va falloir donc vous rapprocher davantage de votre ministère de tutelle pour mieux comprendre comment ça marche. Il a dit, nous avons pour obligation de protéger cette population. Mais nous ne pouvons atteindre notre objectif sans l'implication de cette population. C'est l'occasion de saisir donc cette balle au bon bout. Vous avez donc le contact, le numéro au cours, on va rappeler. 1343. Le 1343, ou l'application donc... Contrôle citoyen. Contrôle citoyen. Contrôle citoyen. On se retrouve dimanche prochain pour un autre sujet. Merci. À bientôt.